Chapitre 7. À mon retour, je trouvai cette lettre de mon père. Mon cher Victor, tu as sans doute attendu avec impatience une lettre qui fixerait la date de ton retour parmi nous, et je pensais tout d'abord ne t'écrire que quelques lignes, en mentionnant uniquement le jour où nous t'attendons. Mais ce serait là un service cruel que je ne peux te rendre. Quelle sera ta surprise, mon fils, au moment où tu t'attends à un accueil chaleureux et agréable, de ne recevoir au contraire que des nouvelles tristes et douloureuses. Comment, Victor, te parler de notre malheur? L'absence ne peut pas t'avoir rendu insensible à nos joies et à nos chagrins, et comment infliger cette peine à un fils si longtemps séparé de nous? Je désire te préparer à cette triste nouvelle, mais je sais que c'est impossible. Je vois déjà tes yeux parcourir la page à la recherche des mots qui t'apprendront l'horrible nouvelle. William est mort. Ce doux enfant dont les sourires réjouissaient et réchauffaient le cœur, qui était si gentil, si gai. Victor. Il a été assassiné. Jeudi dernier, le 7 mai, ma nièce, tes deux frères et moi-même étions partis nous promener au plein palais. La soirée était chaude et sereine, et nous avons prolongé notre promenade plus tard que d'ordinaire. Il faisait déjà obscur quand nous avons décidé de rentrer, et c'est à ce moment-là que nous avons découvert que William et Ernest, partis en avant, ne nous avaient pas rejoints. En attendant leur retour, nous nous sommes assis sur un banc. Bientôt Ernest apparut et nous demanda si nous avions vu son frère. Il dit qu'ils avaient joué ensemble, que William s'était éloigné pour se cacher, qu'il l'avait cherché en vain et qu'il avait attendu un long moment avant de revenir sur ses pas. Ces propos nous secouèrent fortement et nous continuâmes à chercher jusqu'à la tombée de la nuit. Elisabeth avança qu'il était peut-être rentré à la maison. Mais il n'y était pas. Nous sommes retournés, munis de torches. Je ne pouvais pas me calmer, sachant que mon petit garçon était perdu et qu'il était exposé à l'humidité et à la fraîcheur de la nuit. Elisabeth aussi était fort anxieuse. Vers 5 heures du matin, j'ai découvert mon fils. Le soir précédent, il était svelte et en bonne santé. À présent, je le voyais étendu sur l'herbe, livide et sans vie. Sur son cou figuraient encore les traces de doigts du meurtrier. Il fut conduit à la maison. L'angoisse qui se lisait sur mon visage ne trompa pas Elisabeth. Elle voulut absolument voir le corps. Tout d'abord, je tentai de l'en empêcher, mais devant ses insistances, je la fis entrer dans la pièce où gisait mon fils. Elle examina son cou, et joignant les mains, elle s'écria « Mon Dieu, j'ai assassiné mon enfant chéri !» Elle s'évanouit et ne reprit connaissance qu'à grand-peine. Quand elle reprit ses esprits, ce fut uniquement pour pleurer et gémir. Elle me raconta que le soir même, William l'avait suppliée de lui laisser porter une précieuse miniature qu'elle avait reçue de sa mère. La miniature avait disparu et sans aucun doute elle avait été le mobile du meurtre. Jusqu'à ce jour, nous n'avons trouvé aucune trace de l'assassin, mais nous persistons dans nos recherches. Mais rien ne me rendra mon William adoré. Reviens, mon cher Victor. Toi seul peux consoler Elisabeth. Elle se lamente sans cesse et s'accuse injustement d'être la cause de ce crime. Ces plaintes brisent mon âme. Nous sommes tous malheureux, mais n'est-ce pas une raison de plus, mon fils, de venir nous consoler? Ta chère mère, hélas. Victor, je le dis à présent, il faut remercier Dieu qu'elle ne soit plus en vie pour supporter ce drame cruel et affreux. La mort du plus jeune de ses enfants chéris. Reviens, Victor. Non pas avec des pensées vengeresses contre l'assassin, mais avec des sentiments de paix et de douceur, qui, loin de les envenimer, cicatriseront les blessures de notre esprit. Entre dans la maison du deuil, mon ami, mais avec bonté et affection, pour tous ceux qui t'aiment, sans haine pour tes ennemis. Ton père, affectionné et affligé, Alphonse Frankenstein, Genève, 12 mai 1700. Clerval, qui me dévisageait pendant que je lisais la lettre,
fut surpris de constater le désespoir qui se lisait sur mon visage, alors que j'avais exprimé ma joie en recevant des nouvelles de mes amis. Je jetai la lettre sur la table et me cachai entre les mains. « Mon cher Frankenstein !» s'écria Henri quand il vit que je pleurais avec amertume. « Tu es toujours aussi malheureux ? Cher ami, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui fis prendre la lettre, tandis que je marchais dans la pièce avec une extrême agitation. Les larmes jaillirent des yeux de Clerval quand il apprit la cause de ma misère. « Je ne puis t'offrir aucune consolation, dit-il. Cette catastrophe est irréparable. Qu'as-tu l'intention de faire ? Partir immédiatement pour Genève. Accompagne-moi, Henri, et commande les chevaux. » Alors que nous partions, Clerval a voulu formuler quelques mots de consolation, mais il ne put exprimer que sa profonde sympathie. « Pauvre William, dit-il, le cher enfant, il repose maintenant auprès de sa mère. Celui qui l'a vu si joyeux, si jeune, si beau, doit pleurer ce drame effroyable. Mourir si misérablement, sentir l'étreinte d'un criminel. Comment un criminel peut-il annihiler une innocence aussi radieuse ? Pauvre petit gars, nous n'avons qu'une consolation. Ses amis pleurent et gémissent, lui il repose en paix. L'agonie a pris fin, ses souffrances ont disparu pour toujours. La terre est son refuge, mais il ne souffre plus. Il ne peut plus être un sujet de pitié. Nous devons réserver ce sentiment pour ceux qui lui survivent. » Ce furent les paroles de Clerval, alors que nous avancions dans les rues. Elles s'imprimèrent dans mon cerveau, et je devais m'en souvenir dans ma solitude. Mais pour l'heure, les chevaux venaient d'arriver, je montai dans un cabriolet, et dis adieu à mon ami. Mon voyage fut affreusement triste. Tout d'abord, j'avais voulu aller vite car j'avais hâte d'apporter mon réconfort et ma sympathie à ma famille endeuillée. Mais au fur et à mesure que je m'approchais de ma ville natale, je ralentis la course. J'éprouvais les pires peines à maîtriser la solitude des sensations qui m'agitaient. J'évoquais les décors familiers que, depuis près de 6 ans, je n'avais plus revus. Comme tout s'était transformé dans l'intervalle. Un événement dramatique s'était produit, mais des milliers de petits faits avaient dû également, par à-coups, transformer les choses et prendre un caractère décisif. La peur me torturait, je craignais d'avancer, je redoutais 1000 contrariétés inconnues, indéfinissables, qui me faisaient trembler. Je restai 2 jours à Lausanne, dans ce pénible état d'esprit. Je contemplais le lac, ses eaux étaient calmes, tout alentour était tranquille, et les montagnes couvertes de neige. Ces palais de la nature n'avaient pas changé. Par degrés, le calme et la quiétude des paysages me réconfortèrent et je poursuivis mon voyage en direction de Genève. La route emprunte le contour du lac, lequel se rétrécit aux approches de Genève. Je distinguais avec plus de netteté les flancs noirs du Jura et le radieux sommet du Mont Blanc. Je pleurais comme un gosse. « Chère montagne, mon lac merveilleux, comment accueillez-vous votre voyageur ? Vos sommets sont clairs, le ciel et le lac sont bleus et sereins. Est-ce un présage de paix ou un défi à mon malheur ? Je crains, mon ami, que vous ne vous ennuyiez à l'exposé de ces circonstances préliminaires, mais ce furent là des jours de bonheur relatif et je les évoque avec plaisir. Mon pays tant aimé, qui mieux qu'un autochtone peut apprécier avec enchantement ses cours d'eau, ses montagnes, et par-dessus tout ce lac splendide. Cependant, comme je me rapprochais de chez moi, le chagrin et la peur firent surface. La nuit, tout autour, commençait à tomber, et quand je ne pus distinguer qu'avec peine les sombres montagnes, je me sentis plus déprimé encore. Le paysage m'apparaissait comme une vaste et obscure scène maléfique. Et je prévoyais sourdement que j'étais condamné à devenir la plus misérable des créatures. Hélas, ce sentiment n'allait être qu'infirmé sur un seul point. Dans tout le malheur que j'avais imaginé et redouté, je n'avais conçu que la 100e partie des tourments que j'aurais à subir.
L'obscurité était totale lorsque j'arrivai dans les environs de Genève. Les portes de la ville étaient déjà fermées et je fus obligée de passer la nuit à Séchéronne, un village situé à un demi-lieu de Genève. Le ciel était serein et comme je me sentais incapable de prendre du repos, je décidai de me rendre à l'endroit où mon pauvre William avait été assassiné. Ne pouvant pas passer par la ville, je fis le tour du lac en bateau pour atteindre Plainpalais. Durant ce bref voyage, je vis des éclairs dessinés sur le sommet du Mont Blanc d'extraordinaires figures. Pardon, j'ai pas reconfiguré mon mute de micro, je suis désolée. Je viens de me rendre compte en éternuant. Je suis vraiment désolée. Je reprends donc. Encore désolée. Durant ce bref voyage, je vis des éclairs dessinés sur le sommet du Mont Blanc d'extraordinaires figures. L'orage parut venir à grande vitesse. En arrivant, je me mis à gravir la colline afin d'en observer l'évolution. Oui, il avançait. Les cieux s'étaient obscurcis et je sentais la pluie qui commençait déjà à tomber à grosses gouttes et à augmenter de violence. Je quittai les parages et me remis à marcher, malgré l'obscurité, malgré l'orage qui se développait à chaque instant et le tonnerre qui grondait avec un bruit terrifiant au-dessus de ma tête. Ces échos se répercutaient du côté de Salève, du Jura et des Alpes savoyardes. Des éclairs énormes m'aveuglaient, illuminaient le parc et le faisaient ressembler à une vaste nappe de feu. Puis un instant, tout fut plongé dans les ténèbres jusqu'à ce que mes yeux ne fussent plus éblouis. L'orage, comme cela se produit souvent en Suisse, surgissait en même temps en divers points du ciel. Le secteur le plus violent était situé exactement au nord de la ville, au-dessus de la partie du lac qui s'étend entre le promontoire de Belle-Rive et le village de Coppette. Un autre orage projetait de faibles éclairs sur le Jura, alors qu'un troisième assombrissait et éclairait tour à tour le Maule, un mont pointu à l'est du lac. Tandis que j'observais la tempête, à la fois si belle et si terrifiante, je progressais à grands pas. Cette guerre sublime, qui se passait dans le ciel, élevait mon âme. Je joignais les mains et m'exclamais « William, mon cher ange, voilà tes funérailles, voilà ton chant funèbre !» Et en prononçant ces mots, j'aperçus au milieu de l'obscurité une silhouette qui se dérobait, tout près de moi, derrière un bouquet d'arbres. Je me figeai pour la repérer. Je ne pouvais pas être le jouet d'une méprise. Un éclair illumina l'apparition et me fit nettement distinguer ses contours. Sa stature gigantesque, la difformité de son aspect, trop hideux pour appartenir à l'humanité, m'apprirent sur le champ que c'était le misérable, l'épouvantable démon à qui j'avais donné la vie. Mais que faisait-il là? Pouvait-il être, et je frémis à cette idée, l'assassin de mon frère? À peine cette pensée me traversa-t-elle l'esprit qu'elle s'imposa à moi. Mes dents claquaient et je dus m'appuyer contre un arbre pour ne pas fléchir. La silhouette me dépassa rapidement et disparut dans les ténèbres. Aucun être humain n'aurait pu détruire cet enfant. Il était le meurtrier. Je ne pouvais plus en douter. Le seul fait que j'y avais pensé en constituait la preuve irréfutable. Je songeais à poursuivre le démon, mais ça aurait été vain, car déjà un nouvel éclair m'indiquait qu'il grimpait parmi les rochers, sur le proche versant perpendiculaire du mont Salève, la montagne qui, au sud, borde Plainpalais. Bientôt il atteignit le sommet et disparut. Je restai immobile. Le tonnerre ne grondait plus, mais il pleuvait toujours, et le paysage était enveloppé de ténèbres impénétrables. Les événements que j'avais tant cherché à oublier me revenaient à l'esprit. Tout le processus de la création, l'apparition du monstre, la main tendue auprès de mon lit, sa disparition. 2 années s'étaient maintenant écoulées depuis cette nuit où il avait reçu la vie. Était-ce son premier crime? Hélas,
J'avais lâché dans le monde une créature dépravée qui se délectait du carnage et du mal. N'était-ce donc pas lui qui avait assassiné mon frère? On ne peut pas concevoir l'angoisse que j'éprouvais durant le reste de cette nuit. Je la passais dehors dans le froid et dans la pluie, quoique je fusse insensible aux caprices du temps, tant mes esprits étaient assaillis par des scènes d'épouvante et de désespoir. La créature que j'avais déchaînée, à qui j'avais donné le pouvoir de commettre les actes les plus horribles, n'avait-elle pas tué mon frère? Je la considérais comme mon propre vampire, comme mon propre fantôme, surgi de la tombe pour aller tuer tous ceux qui m'étaient chers. Au lever du jour, je dirigeais mes pas vers la ville. Les portes étaient ouvertes, et je me hâtais vers la maison de mon père. Ma première pensée fut de lui révéler ce que je savais de l'assassin, de le faire poursuivre immédiatement. Mais j'hésitais, quand je réfléchis à l'histoire que je devais lui raconter. Un être que j'avais élaboré moi-même, à qui j'avais insufflé la vie, et que j'avais rencontré en pleine nuit entre les précipices d'une montagne inaccessible. Je me souviens aussitôt de la fièvre qui s'était emparée de moi au moment d'accomplir cette création. Récit aussi peu vraisemblable serait mis au compte du délire. Si quelqu'un m'avait rapporté une telle aventure, je l'aurais pris pour un fou. Au surplus, la nature étrange du monstre rendrait vaine toute poursuite, même si j'avais assez de crédit pour persuader les miens d'entreprendre des recherches. À quoi servirait-elle d'ailleurs? Qui pouvait être à même de s'emparer d'une créature qui avait pu gravir les flancs escarpés du mont Salève? Après avoir réfléchi, je décidai de me taire. Il était près de 5 heures du matin quand je pénétrai dans la maison de mon père. Je dis aux domestiques de ne pas déranger ma famille, et je gagnai la bibliothèque pour attendre l'heure habituelle du lever. 6 années s'étaient écoulées comme un rêve, mais en laissant une trace indélébile, et j'étais assis à la même place, la même où j'avais embrassé mon père avant mon départ pour Ingolstadt. Cher et vénéré père. Il était toujours là. Je contemplais le portrait de ma mère au-dessus de la cheminée. C'était un sujet historique, peint selon le désir de mon père. Elle représentait Caroline Beaufort, dans l'agonie du désespoir, en pleurs, devant le cercueil de son père décédé. Elle portait des vêtements de campagne et ses joues étaient pâles. Mais elle était si digne, si belle, qu'il n'était pas possible d'éprouver de la pitié. Une miniature de William était accrochée au tableau et en la découvrant, je fondis en larmes. J'étais ainsi absorbée quand Ernest entra. Il m'avait entendu arriver et s'était dépêché pour m'accueillir. La joie qu'il avait de me revoir était mêlée de tristesse. « Sois le bienvenu, mon cher Victor, dit-il. Ah, comme j'aurais aimé que tu fusses là 3 mois plus tôt. Nous étions alors si joyeux et si heureux. Tu viens à présent partager avec nous une douleur que rien ne peut alléger. Mais ta présence, je l'espère, confortera notre père qui semble accablé par le chagrin. Tu persuaderas peut-être la pauvre Élisabeth de cesser ses vaines et pénibles accusations. Pauvre William. Nous l'aimions, nous étions si fiers de lui. » Les yeux de mon frère étaient remplis aux larmes. Un profond désespoir m'envahit. Jusque-là, je n'avais fait qu'imaginer la tristesse de mon foyer désolé. La réalité s'imposait à moi comme une catastrophe plus terrible encore. J'essayais de calmer Ernest. Je lui demandais des précisions concernant mon père et celle que j'appelais ma cousine. Elle, plus que tout autre, me dit Ernest, a besoin de réconfort. Elle s'accuse sans cesse d'être la responsable de la mort de notre frère, et cela la rend très malheureuse. Mais depuis qu'on a retrouvé le meurtrier... On a retrouvé le meurtrier ? Mon Dieu, mais comment est-ce possible? Comment a-t-on pu le suivre? C'est inconcevable. Autant essayer de saisir le vent ou retenir un torrent de montagne avec un fétu de paille. Je l'ai vu, moi, cette nuit. Il était libre.
Je ne sais pas ce que tu veux dire, me répondit mon frère, avec un accent de surprise. Mais à nos yeux, cette découverte n'a fait que s'ajouter à notre misère. Tout d'abord, personne ne voulait y croire, et même Elisabeth, malgré toute l'évidence, n'est pas convaincue. Et de fait, qui pourrait réellement croire que Justine Moritz, qui a toujours été si aimable et si attachée à notre famille, aurait été tout à coup capable de commettre un crime aussi abominable? Justine Moritz? Pauvre, pauvre fille. Elle a donc été accusée? Mais ce n'est pas vrai, tout le monde sait cela. Personne n'y croit, n'est-ce pas, Ernest? D'abord non, effectivement. Mais certaines circonstances nous ont obligés à y croire. Son comportement était si étrange qu'il a mis en lumière les faits et leur réalité. Je crains qu'on ne puisse plus en douter. On la juge aujourd'hui même, tu pourras t'en faire une opinion. Ernest me raconta que le matin où avait été découvert le meurtre du pauvre William, Justine était tombée malade et qu'elle avait gardé le lit durant plusieurs jours. Pendant ce temps, une des domestiques avait par hasard examiné les vêtements qu'elle portait la nuit du meurtre, et dans une des poches, elle avait découvert la miniature représentant la mère d'Elisabeth. Cette miniature qu'on avait tenue polir la... Excusez-moi. Cette miniature qu'on avait tenue pour le mobile du crime. La servante l'avait montrée à une de ses collègues, laquelle, sans en toucher un mot à la famille, l'avait apportée à un magistrat. C'était sur cette base que Justine avait été appréhendée. Lorsqu'on l'avait accusée du meurtre, Justine s'était sentie si émue qu'on avait confirmé les soupçons qui pesaient sur elle. Ce récit était bizarre, mais il ne m'avait pas convaincue. Aussi, je répliquais avec énergie. « Mais tu te trompes. Moi, je connais l'assassin. Justine, la pauvre, l'excellente Justine est innocente. » À cet instant, mon père fit son apparition. Je vis le désespoir profondément tracé sur son visage, mais il s'efforça de m'accueillir avec chaleur. Après que nous eûmes échangé nos tristes salutations, il voulut manifestement parler d'autre chose que de notre malheur, mais déjà Ernest s'était acclamé. « Mon Dieu, papa, Ernest prétend qu'il connaît l'assassin du pauvre William. » Alors je suis désolée, je pense qu'il y a une faute de traduction. Je pense que c'est plutôt Victor prétend qu'il connaît l'assassin du pauvre William. « Nous le savons aussi malheureusement, répondit mon père. Et j'aurais préféré ne jamais le savoir plutôt que de découvrir tant de dépravation et d'ingratitude chez une personne que j'estimais au plus haut point. Mon cher père, tu te trompes. Justine est innocente. Si c'est le cas, Dieu veillera à ce qu'elle ne souffre pas comme une coupable. On la juge aujourd'hui et j'espère de tout mon cœur qu'elle sera acquittée. » Ces propos me calmèrent. J'étais fermement convaincue que Justine, comme du reste tout être humain, était innocente de ce meurtre. Je n'avais donc pas peur qu'on produise contre elle une preuve formelle assez flagrante pour la condamner. Mais mon histoire n'était pas de celle qu'on pouvait raconter publiquement. L'incroyable horreur qu'elle renfermait semblait absurde pour le commun des mortels. Et d'ailleurs, existait-il à part moi, le Créateur, quelqu'un qui pourrait croire, à moins de l'avoir vu, à la réalité de ce monument vivant de présomption et d'ignorance crasse que j'avais libéré sur le monde? Nous fûmes bientôt rejoints par Elisabeth. Elle avait fortement changé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle avait plus de charme encore qu'à l'époque de son enfance. Elle avait certes la même candeur, la même vivacité, mais son être reflétait à présent la sensibilité et l'intelligence. Elle m'accueillit avec la plus grande affection. « Ta venue, mon cher cousin, dit-elle, me remplit d'espoir. Tu trouveras peut-être le moyen de prouver l'innocence de la pauvre Justine, hélas, qui serait encore en sécurité si elle devait être convaincue du crime. Je crois en son innocence comme en la mienne aussi sûrement. Notre malheur est doublement affreux.
Non seulement nous avons perdu ce garçon que nous aimions tant, mais en outre cette pauvre fille que je chéris de tout mon cœur va être sans doute la proie d'un destin encore plus terrible. Si elle est condamnée, jamais plus je ne connaîtrai de joie. Mais elle ne le sera pas. J'en suis certaine qu'elle ne le sera pas. Et je sais que je redeviendrai un jour heureuse. Même après la mort du petit William. Elisabeth, Justine est innocente, dis-je. Et je suis à même de le prouver. Ne crains rien. Essaie de reprendre tes esprits et sois sûr qu'elle sera acquittée. Comme tu es bon et généreux. Tout le monde croit en sa culpabilité et cela me peine extrêmement. Moi, je crois que non. Alors même que je suis désespérée de voir chacun se dresser contre elle. Elisabeth se mit à pleurer. Très chère nièce, dit mon père, sèche tes larmes. Si Justine est comme tu le penses innocente, fais confiance à la justice de nos lois et aux soins que je déploierai pour prévenir la plus petite ombre de partialité.